Le colloque Démarche prospective ADEME-CSTB, quelles questions cela pose à ceux qui construisent, rénovent et exploitent? Rebonjour à tous, Pauline Polliard, directrice de la rédaction de Bâti Actu. Je suis très heureuse de vous retrouver donc en direct du studio pour notre colloque Imaginons ensemble les bâtiments de demain. Et ensemble justement, on va l'être tout cet après-midi avec plusieurs acteurs. Et donc là, on se retrouve pour une première table ronde de débat face à ces facteurs et scénarios. Quelles questions cela pose à ceux qui construisent, rénovent, exploitent? Comment réagissent-ils et qu'est-ce que cela nous dit des nécessaires mutations d'ores et déjà à l'œuvre dans notre secteur? Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Emmanuelle Cosse. Bonjour madame, vous êtes présidente de l'Union sociale pour l'habitat, l'USH. Virginie, allons-y, directrice de la prospective chez Bouygues Construction. Bonjour à tous. Et également en plateau avec moi aujourd'hui, Franck Ovorka, directeur technique et innovation de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour Franck. Et nous avons également à distance deux intervenantes. Donc Noémie Ouar, directrice de la stratégie et de l'innovation EPA Marne, EPA France. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous, de vous être connectée. Et également Emmanuel Baboulin, membre du comité exécutif de ICAD, en charge de la foncière tertiaire. Et vous êtes également présidente de Cycle Up. Bonjour madame. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors pour commencer, la première question qu'on a envie de vous poser à chacun et surtout, voilà, pourquoi c'est important pour vous de participer à cette démarche? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ou surpris après avoir pris connaissance de ces scénarios? Et pour commencer, donc, nous allons nous connecter avec Madame Ouar, donc d'EPA Marne, EPA France. Bien, bonjour et déjà je vous remercie pour cette invitation. Donc moi je suis directrice de la stratégie et de l'innovation d'EPA Marne et EPA France, donc je représente un aménageur public qui intervient dans l'Est francilien, donc sur 44 communes principalement situées en Seine-et-Marne. Et donc notre mission c'est d'aménager le cadre de vie et notre mission c'est aussi d'anticiper les mutations sociales et environnementales. Donc évidemment, quand on nous a proposé, quand le CSTB et l'ADEME nous ont proposé d'imaginer avec eux les bâtiments de demain, on a accepté avec enthousiasme pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est notre méthode de travail, en fait, mettre la prospective au service de la stratégie et mettre la stratégie au service de l'action. C'est comme ça qu'on a élaboré notre projet stratégique et opérationnel, en fait, en se projetant ensemble avec toutes les parties prenantes en 2050 et en faisant émerger ainsi notre feuille de route à 5 ans. Donc la deuxième raison pour laquelle on est ici, c'est qu'on a la conviction qu'un aménageur public peut jouer un rôle majeur pour façonner les bâtiments de demain, simplement parce qu'en tant que prescripteur, on peut du coup exiger tout un tas d'ambitions sociales et environnementales. Par exemple, pour exiger la construction en matériaux biosourcés ou géosourcés, ce qui permet ainsi de structurer les filières d'éco-matériaux locales, parce qu'on peut aussi promouvoir la démontabilité dans une logique d'économie circulaire, on peut favoriser la réversibilité, la multifonctionnalité et ainsi nous adapter aux usages futurs des habitants. Et puis enfin, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'à l'heure du zéro artificialisation nette, nous sommes, en tant qu'aménageurs publics, amenés à re-questionner en fait notre modèle, puisqu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est de répondre aux besoins en logement, en activité économique, en consommant moins de sol. Et nous, notre modèle économique, il est fondé sur la vente de charges foncières. Notre modèle, c'est d'intervenir principalement en extension urbaine, sur des terres agricoles cultivées de façon conventionnelle, et donc on doit s'adapter, et pas seulement nous d'ailleurs, tous les acteurs de la ville. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve très stimulant dans cette étude CSTB-ADEME. Vous l'avez dit, c'est que c'est tous ensemble qu'on est amené à se projeter en 2050. C'est tous ensemble qu'on est amené à se demander, en fait, qu'est-ce qui va nous arriver, comment nous adapter, quels sont les risques qu'on doit éviter. Et ce qui est rassurant d'une certaine façon, c'est que finalement, les défis qu'on s'est fixés sont les bons. Les défis qui structurent notre projet stratégique et opérationnel, c'est quoi? C'est le climat, c'est la mobilité, la cohésion sociale et territoriale, la nature en ville, la santé et l'innovation. Donc on va dans le bon sens. Et ce qui est clair, c'est que demain, on aura besoin d'un aménageur public comme EPA Marne. Alors il faudra bien sûr inventer, trouver le bon modèle économique, mais on aura besoin d'un aménageur pour fédérer les acteurs locaux, pour tirer les acteurs de la ville vers le plus haut niveau d'ambition
sociale, environnementale, avec d'ailleurs les acteurs qui sont autour de la table, les promoteurs, les bailleurs, les archis, les entreprises du BTP et les collectivités locales, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Ward. Du coup, je me tourne vers vous, Madame Cos. Pourquoi cet intérêt, j'imagine, comme pour Madame Ward, pourquoi cet intérêt pour la démarche prospective? Déjà, moi, je trouve extraordinaire que le CSTB et l'ADEME, à un moment, nous obligent à penser, parce que c'est ça. Derrière la production de ces scénarios, il y a aussi deux grandes institutions qui sont très importantes quand même dans notre écosystème de ceux qui fabriquent la ville. Et ça nous oblige à nous poser des questions, même si elles sont extrêmement dérangeantes. Et même si les résultats qu'ils nous présentent posent des problèmes d'adhésion. Mais au moins, on est obligé... Voilà, on ne peut pas simplement se dire que la neutralité carbone, c'est juste des changements de loi et des changements de fer. Ce n'est pas vrai. Il y a des tas de choses. C'est un chemin tortueux. On voit bien qu'on nous met sur la table plusieurs possibilités. On ne sait pas exactement, enfin, ça va être un mélange de tout, en fait, ce qui va se passer. Mais ça nous oblige à penser et à essayer de sortir un peu de notre routine, si je peux parler ainsi. Après, ça dit aussi, enfin, il y a des choses qui sont montrées dans ces scénarios, mais il faut aussi se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est là et pour qui on agit. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui émettent pas du tout, qui émettent très peu de carbone. Les gens qui n'ont pas de logement, ils émettent très peu de carbone. La question, c'est, parce que on peut pas faire l'abstraction des problèmes sociaux qu'on a déjà aujourd'hui. Et arriver à la neutralité carbone, c'est pas juste arriver vers une solution miracle. On aura tout résolu. On a des problèmes d'ores et déjà aujourd'hui sur la fabrication de la ville, sur la production de logements, sur le problème des marchés, sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très mal logés dans notre pays. Et cette question-là, elle va continuer à exister, quelles que soient nos émissions carbone. C'est ça, c'est pas que la neutralité Et donc, carbone, si je dis ça, c'est parce que l'engagement de la France dans la stratégie nationale bas carbone, dans cette stratégie européenne de baisser nos émissions, et tout ça, c'est très bien, mais n'oublions jamais que tout progrès environnemental et écologique, il sera anéanti si d'ailleurs il n'y a pas du progrès social. Et c'est ça, je pense aussi, une de nos difficultés à tous, quel que soit où on se pose, et moi là je parle évidemment par rapport aux bailleurs sociaux, c'est que quels que soient tous les efforts qu'on peut faire pour baisser nos émissions, si à côté de ça, on ne peut pas accompagner nos locataires pour vivre dignement, ça va de pair. Et c'est là où c'est intéressant, y compris ces scénarios dont certains, ce que j'ai évidemment lus, on peut s'interroger. C'est que, par ailleurs, c'est pas parce que vous faites raconter des histoires que c'est comme ça que ça va se passer. Et surtout, il y a des humains dans tout ça. Bien sûr. Il y a des humains, il y a de l'impondérable. Typiquement, le Covid, il y a 2 ans, qui aurait pensé que ça allait complètement bouleverser notre économie, notre manière de vivre et tout ça. Mais au-delà de ça, les vies ne sont pas linéaires. Et donc, il y a aussi ce facteur-là qui est très important. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tant que représentant des bailleurs sociaux, il faut absolument qu'à un moment, on s'oblige à penser. Et c'est d'ailleurs parfois un de nos écueils, c'est qu'on est tellement pris par des enjeux d'urgence sociale ou même de production pour répondre à une demande, qu'on a du mal à se projeter dans 30 ans, y compris parce que ça fait toujours un peu peur. Et là, je pense que justement, le CSTB et l'ADEME nous obligent à réfléchir. La question, après, c'est l'intelligence qu'on y mettra pour essayer de répondre à ces scénarios. Mais ça, c'est un autre enjeu. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai en plus que le logement social a souvent été précurseur sur tous ces sujets-là aussi en termes de Vous faites bien de le rappeler. Typologie de bâtiment. On ne le dit pas assez. Ouais, absolument. Vous êtes d'accord. Ouais. Je me tourne vers vous maintenant, Virginie. Virginie, allons-y. Et donc, vous êêtes directrice prospective chez Bouygues. Donc, en tant que directrice prospective, dans la prospective, vous savez en faire. Mais alors, pourquoi, du coup, cette démarche ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Peut-être, alors pourquoi cette démarche, mais peut-être en 2 mots, rappeler effectivement les activités de Bouygues Construction, puisqu'on connaît bien l'acte de construire ou de rénover, mais on connaît peut-être un petit peu moins en amont les métiers de développement immobilier avec Link City, donc aussi d'aménagement urbain, et en aval, toute cette partie exploitation, service des bâtiments, mais aussi à l'échelle de la ville, avec notamment le projet Dijon de Smart City. Donc on est vraiment, on conçoit, on construit, on rénove et on exploite tout type de lieu de vie.
Donc c'est pour ça que ça nous intéressait aussi de contribuer, de participer, d'être partenaire de cette démarche portée par le CSTB et l'ADEME sur le bâtiment dans sa globalité. Donc effectivement, on mène différents types de démarches collectives. L'approche systémique, c'est vraiment la base de la prospective et donc en tout cas c'est ce qui a fait aussi ce qui fait l'intérêt de cette démarche, le fait qu'elle soit multipartenariale, on en a parlé avec le Ensemble, qu'elle s'appuie sur des faits scientifiques et qu'il y ait cette vision de plus long terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un contexte de crise multiple, qu'elle soit donc sanitaire, écologique, économique ou même sociale, ce qui nous interpelle et qui nous a interpellés déjà, c'est finalement comment concilier cette urgence écologique tout en répondant justement aux attentes aussi sociétales. Et tout ça dans un modèle économique soutenable. Donc c'est vrai que le secteur de la construction, de la fabrique, de la ville au sens large, c'est déjà un secteur clé c'est un secteur clé de l'économie, mais c'est aussi donc un secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc on doit faire face à de gros enjeux en s'adaptant dès à présent à des contraintes de long terme. Que ce soit avec des évolutions irréversibles, on l'a évoqué depuis le début de cette conférence, que ce soit le changement climatique, la raréfaction des ressources ou encore l'érosion de la biodiversité. Donc on est vraiment dans un monde en mutation et cette démarche, il y a eu un gros travail d'analyse qui a été menée, qui a été effectuée autour de ces 22 facteurs clés de changement sur lesquels justement on va pouvoir s'appuyer. C'est vraiment une boîte à outils, je pense, très utile pour aborder le bâtiment de demain et puis surtout pour co-construire et continuer à aller plus loin, co-construire ces futurs possibles, ces futurs souhaitables avec cette dimension holistique. Donc c'est vrai qu'elle met en exergue la nécessité de s'adapter et d'anticiper et donc elle met à disposition tous ces outils pour nourrir la réflexion et surtout passer à l'action et relever ces défis. Bien sûr, justement oui, c'est important toujours de rappeler, voilà, on faut concilier tout ça mais aussi avec des modèles économiques viables. Alors je me tourne maintenant vers Madame Baboulin, donc de ICAD. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Donc, même question, pourquoi cet intérêt, pourquoi c'est sur cette démarche? Alors, nous, chez ICAD, on a par définition, en tout cas, la foncière tertiaire. Alors, c'est tertiaire, donc c'est la gestion d'un patrimoine de près de 2 millions de mètres carrés qui sont plutôt donc, des immeubles de bureaux et d'activités. Donc, je ne pourrais pas trop parler du logement, même si on a un promoteur qui en fabrique et qui en développe. Pour le patrimoine de la foncière ICAD, c'est un objectif quotidien d'améliorer la qualité de ce patrimoine, d'améliorer sa performance énergétique, son empreinte carbone, de pouvoir rester au meilleur standard et surtout de toujours pouvoir répondre aux attentes et aux besoins futurs de nos clients. Donc, par définition, nous sommes toujours dans l'anticipation. Et notre rôle est évidemment d'accompagner tous ces utilisateurs d'espaces de travail, de pouvoir les conseiller pour pouvoir faire face avec eux à tous les défis rencontrés aujourd'hui, mais ceux qu'ils vont avoir à rencontrer demain. Et puis on s'est bien rendu compte que avec la crise sanitaire que nous avons connue et que nous connaissons encore, un certain nombre de transformations qui étaient déjà quelque peu amorcées se sont accélérées avec un nouveau rapport au temps, un nouveau rapport au travail. Et donc, le travail qui est aujourd'hui proposé par l'ADEME et le STB nous enrichit réellement notre réflexion. Tout en donnant un éclairage holistique, parce qu'il est très complet avec tout type d'évolution, qu'elle soit sociale, sociétale, technique, technologique, numérique, digitale, environnementale. Alors, on a tout ça en tête, mais il est vrai que ça nous permet de conforter notre propre démarche d'anticipation, de nous apporter de nouveaux éléments. Alors, nous, chez ICAD,
résolument, on s'inscrit dans le scénario bleu, hein. Le scénario bâtiment comme service, à tel point qu'il y a 2 ans, on avait annoncé notre bureau ICAD comme un OAAS, Office as a Service. Oui, Donc, alors c'était excusez-moi, vraiment, je me permets juste de vous couper parce que voilà, on s'était dit justement qu'on parlerait de rentrer dans les scénarios directement après, mais donc je vous reprendrai tout à l'heure parce que voilà, merci beaucoup. Parce que oui, on l'entend hein, justement, donc vous en étant sur les foncières de bureaux, aujourd'hui, bien évidemment, on ne peut plus envisager des bureaux comme on le faisait avant, il faut prendre en compte ce qu'il y a autour des bureaux, le logement, maintenant avec les nouveaux usages qui se font. Monsieur Hovorka, donc à vous aussi, après on rentrera dans le vif des scénarios, mais je voulais avoir quand même cette première impression, voilà, votre première impression sur cette démarche prospective, l'intérêt de celle-ci. Bien, écoutez, pour ce qui nous concerne, l'intérêt majeur, c'était de se re-questionner sur les indicateurs, les hypothèses, les postulats, de re-questionner aussi des idées préconçues, des choses qui arrivent sur le devant de la scène dont on ne comprend pas bien l'articulation. Je vais prendre un exemple tout simple. On a beaucoup parlé du zéro artificialisation net, qui est un sujet qui nous vient des démarches du GIEC et de la Banque mondiale et qui concerne surtout les pays en développement, en Inde, en Asie, en Chine. Pour vous donner juste un chiffre, la surface utilisée par le secteur résidentiel en Europe, c'est 2,9% des surfaces utilisées, du surface de sol utilisées. Donc, est-ce que le ZAN est un vrai sujet en Europe alors qu'il l'est ailleurs? Je vous prends cet exemple volontairement parce que du coup, on réinterroge avec ce travail sur les indicateurs, sur les hypothèses, on réinterroge des choses qui nous arrivent, disant mais est-ce que cela nous est vraiment utile? Est-ce que cela correspond vraiment à ce dont nous avons besoin de mettre en place en territorialisant le sujet? Et c'est absolument passionnant parce qu'au-delà des scénarios qui ont été développés pour illustrer la démarche, ce qui est pour nous vraiment fondamental, c'est de disposer de ce travail sur des indicateurs, de pouvoir les faire évoluer, de permettre aux acteurs de s'approprier cette boîte à outils pour voir là où il peut peser, quels sont les impacts et les éléments sur lesquels on peut travailler. Et je vais vous dire que ce qui a été absolument passionnant, c'est qu'en travaillant sur l'immobilier logement, on a très vite dévié vers la multifonctionnalité et l'intérêt d'avoir des zones multifonctionnelles, commerce, etc. On a vu que tout ce que nous faisons a un impact extrêmement important sur la mobilité, qui est un des éléments majeurs d'émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier poste en France et de loin. On a vu que finalement, le bâtiment en France n'est pas si émetteur que cela, et bien moins émetteur que la moyenne mondiale de gaz à effet de serre. Donc, où est-ce qu'on agit et sur quel levier? Que la question de reconstruire, réhabiliter se pose avec acuité dans les territoires et en fonction des usages. Et vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est aussi extrêmement important par rapport aux besoins des populations. Réhabiliter, oui, à quel prix? Où est le bon curseur entre le coût d'exploitation, l'analyse de cycle de vie? On a vu aussi que grâce à l'analyse de cycle de vie carbone, parce qu'on parle beaucoup de carbone aujourd'hui, la traduction est extrêmement aisée pour arriver à disposer d'analyse de cycle de vie qui s'exprime en euros. Et au lieu de vous parler de poids carbone sur une durée de 50 ans, je sais vous dire combien de dizaines de milliers d'euros va coûter un bâtiment en exploitation. C'était un peu ce que nous recherchions dans les années 90 quand nous parlions tous de coût global. Excusez-moi, je parle comme un vieux de l'ancien siècle. Mais aujourd'hui, nous avons les outils, grâce au travail qui a été fait avec tous les acteurs sur la réglementation environnementale 2020, de calcul carbone en analyse de cycle de vie, qui nous ouvre une perspective passionnante sur la compréhension du coût d'exploitation dans le temps. Et là, tout d'un coup, on ouvre des perspectives absolument formidables qui rendent possible une réflexion sur l'obsolescence, sur tous ces indicateurs absolument passionnants, qui sont extrêmement complexes, qui nécessitent de la gestion de données et évidemment une pluridisciplinarité extrêmement importante et un travail collaboratif. Donc, vous voyez, pour nous, les scénarios, finalement, ce n'est que l'illustration, mais
pour nous, c'est pas là que ça se passe, c'est la capacité qu'auront les acteurs à s'emparer du jeu d'hypothèses qu'on leur met à disposition. Et alors, le mot « ensemble » revient encore plus sur le devant de la scène. Alors justement, j'ai coupé Madame Maboulin, je vous prie de m'excuser, mais si on revient justement sur ces scénarios, donc ces facteurs communs aussi, parce qu'en vous écoutant et en préparant ce débat, je me suis rendu compte que finalement, tous, vous m'avez parlé aussi de facteurs, et moi en tant qu'observatrice, je le vois aussi, de facteurs communs déjà en marche. On a parlé de la transition écologique, bien évidemment le numérique, le prisme territorial qu'on voit aussi être de plus en plus fort. Bien entendu, on le sait aussi, ça reste des scénarios. Aucun ne se réalisera à 100%. On l'a tous bien dit et on l'espère très fortement, surtout pour certains d'entre eux. Mais qu'est-ce que ces scénarios disent de votre métier? Qu'est-ce que cela change? Comment est-ce que vous vous projetez? Alors, quel scénario représente l'idéal pour vous? Et puis finalement aussi, comment on se prépare à l'aléa, pardon. Madame Maboulin, je vous redonne la parole. Vous nous parliez justement tout à l'heure, forcément, vous, en tant que foncière du tertiaire, bâtiment comme un service, voilà, ça vous interpelle. Alors absolument, en effet, comme je le disais, nous on s'inscrit par conviction dans le scénario, le fameux scénario bleu, le scénario bâtiment comme service, mais en ayant néanmoins une parfaite prise en considération des hypothèses qui sont évoquées dans les autres scénarios envisagés, notamment la pénurie de certaines ressources, et j'y reviendrai, ou l'incontournable montée en puissance du numérique. Voilà, on réfléchit nos espaces de travail plus du tout comme on pouvait le faire il y a encore finalement assez peu d'années. Et on sait aujourd'hui que l'immeuble de bureau doit répondre à de nouveaux enjeux qui sont évolutifs. Hein. Et alors, chez ICAD, on a essayé de les identifier, ces enjeux, même si au fil des années, il faut faire preuve d'une grande adaptabilité pour suivre leur évolution. Néanmoins, on a très clairement identifié qu'un espace de travail devait par définition, et c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était avant la crise sanitaire, un des espaces sains avec une vraie attention portée à la qualité de l'air, à la qualité de la lumière, un espace de bien-être. C'est pas, les gens viennent, et en plus ils y viendront un peu moins souvent qu'avant, vraisemblablement, avec la politique de télétravail finalement durablement mise en place maintenant. Quand ils vont venir au bureau, il faut qu'ils puissent trouver des espaces dans lesquels ils sont bien et confortablement attractifs. Et des espaces attractifs. Absolument. Des espaces qui soient respectueux de leur environnement. Les immeubles de bureaux doivent évidemment être respectueux de leur environnement, donc pouvoir afficher une certaine sobriété énergétique, pouvoir avoir une empreinte carbone réduite, faire appel, et là je rejoins la notion d'éventuelle pénurie de ressources et de matériaux, donc faire appel à des matériaux réemployés, et là c'est la présidente de Cycle Up, oui, j'allais vous en parler. Voilà, qui est une plateforme d'échange de matériaux, et on en fait la démonstration. Il n'y a plus un seul faux plancher technique d'un bâtiment que nous démolissons qu'il ne soit pas conservé et réemployé dans un bâtiment neuf. Il en va de même pour les garde-corps des escaliers et pour les cloisons. On réutilise toutes les cloisons de séparation des bureaux dans les immeubles. Donc voilà, ça participe d'un frein à la pénurie. Des matériaux biosourcés, bien sûr. On a aussi cette grande notion de connectivité de nos espaces, et puis une grande flexibilité dans les aménagements, dans les usages, des bâtiments qui doivent offrir des services multiples. Ils sont là, le bureau-service, il doit même aller jusqu'au service, j'allais dire classique, ça doit dépasser ça. On amène maintenant du contenu dans le bureau. Alors, on a dépassé le bâtiment service. Maintenant, on a du bâtiment qui a du contenu, donc du content office, où les gens vont pouvoir trouver autre chose, des espaces collaboratifs, des espaces de créativité. Et vous tournez d'autant plus, voilà, du coup, vers les usagers. Hein, justement, on parlait de cette transformation des usages, et finalement, c'est l'usager qui va être au cœur de tous ces services-là. Donc, lui apporter la bonne réponse aux bons besoins, quoi.
on s'adresse directement à l'utilisateur, c'est-à-dire au collaborateur de l'entreprise qui a loué les espaces, parce qu'il y a une forte dimension sociale de l'individu et de son traitement et de son approche au sein même du bâtiment. Donc on a tout ça, j'allais dire, comme base de réflexion dans la conception de nos immeubles neufs, des développements neufs que l'on fait. J'allais dire, c'est la partie peut-être un peu plus facile, mais il faut aussi pouvoir prendre tous ces éléments dans nos restructurations de bâtiments existants. Bien sûr. Parce que, évidemment, on ne démolit pas tous les bâtiments. Je reprends l'exemple du petit pavillon de banlieue qui a réussi sa mutation, qui a réussi dans certains scénarios à se transformer, à mettre des services, etc. On a finalement à une plus grande échelle que le petit pavillon, mais sur des gros immeubles qu'on transforme, parfois de bureau en bureau, de bureau en résidence gérée, de bureau en co-living, de bureau en résidence hôtelière. Enfin, voilà, donc on y amène des services avec toujours cette notion d'environnement et de lutte contre le changement climatique. Donc on a différents critères qui sont des prérequis au lancement de nos travaux et qui finalement rejoignent un certain nombre de petites briques du grand tableau présenté par l'ADEME. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, je me tourne vers vous, Madame Alonzi, donc chez Bouygues, parce que finalement, ce scénario dont parle Madame Baboulin, bâtiment comme un service, ça doit résonner aussi bien dans vos oreilles. Chez Bouygues, on connaît Nexity, etc. Donc c'est voilà, qu'est-ce que justement ces scénarios déjà engagés aussi, ces facteurs déjà engagés chez vous? Effectivement, ils résonnent complètement. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Enfin, au travers du bâtiment de demain, on voit bien, on cherche un bâtiment hybride, donc avec une forte mixité d'usages, notamment. On souhaite qu'il soit évolutif aussi dans le temps, qu'il puisse être réversible pour pouvoir anticiper de futurs usages, qu'il soit, ça a été évoqué à l'instant, accueillant, justement, avec beaucoup de confort, de bien-être serviciel, notamment grâce au numérique, ou encore écologique, voire circulaire. Il y a aussi toute l'approche résiliente. Donc, il y a énormément de défis autour du bâtiment de demain. Il y a aussi un point, en tout cas un facteur commun, je pense, qui est vraiment transverse, c'est cette notion de valeur d'usage qui était déjà présente avant, mais c'est vrai que la crise sanitaire a encore plus accéléré cette notion. C'est vraiment comment on maximise cette valeur d'usage et comment on remet l'utilisateur vraiment au centre des réflexions et de la conception de ces bâtiments. Alors après, la bonne nouvelle pour justement à la fois réduire notre empreinte environnementale et maximiser cette valeur d'usage, c'est qu'il y a plusieurs leviers qui existent et qui font écho aux différents scénarios qui ont été évoqués en amont. Déjà, il y a mieux utiliser l'existant. C'est vrai que, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais on peut tout à fait aborder une approche spatio-temporelle du bâti. Et quand on voit le taux d'utilisation des bureaux déjà avant la crise sanitaire, qui en moyenne était de 30 à 45%, les établissements scolaires, c'est une vingtaine de pourcents, parce qu'ils ne sont pas utilisés ni le soir, les week-ends, pendant les congés scolaires, on voit qu'il y a déjà beaucoup de matière à travailler sur ce sujet-là. Ensuite, c'est aussi transformer l'existence et refaire la ville sur la ville. Il y a notamment tous les sujets autour du fonds friche, donc refaire vivre des friches existantes. Donc c'est effectivement une réponse aussi au zéro artificialisation nette. Il y a aussi sur les matériaux, la construction bois, c'est quelque chose sur lequel Bouygues, vous êtes très engagé. Je vais y venir. Alors peut-être juste en amont, je voulais aussi dire que sur le long terme, il y a cette notion d'anticiper les usages. Et donc aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus de démarches et de réflexions en amont sur la réversibilité du bâti, que ce soit transformer des bureaux en logements. On a un exemple avec notre immeuble Workman à Lyon, mais que ce soit aussi de reconvertir des anciens bureaux, comme le siège d'Airbus à Suresnes, qui vont devenir des résidences, des logements pour étudiants. Donc cette reconversion. Et puis vous venez de l'évoquer, ce sujet de construire autrement. Donc là, c'est un autre levier. On a évidemment la construction bois. On a notre filiale, notre entité Bouygues Bâtiment France Europe qui s'est donné comme objectif 30%, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça, d'atteindre 30% de projets d'opération bois en 2030. Il y a énormément d'actions autour de l'économie circulaire, du béton bas carbone, des matériaux biosourcés. Il y a aussi tous les nouveaux modes constructifs
qui viennent et qui peuvent aussi réduire cette empreinte environnementale. Il y a le sujet de l'industrialisation, de la construction hors site. Il y a tout cette finalement, c'est des démarche. choses qu'on a vues tout à l'heure, sur lesquelles vous avez déjà transformé votre métier vers ça. Tous ces scénarios font écho. Il y a des choses autour de la digitalisation de la construction avec le BIM, le jumeau numérique. Donc on voit qu'en tout cas la transition est engagée. Maintenant, comment fait-on pour aller plus vite, plus loin et puis surtout effectivement emmener tout le monde. Et c'est vraiment, je pense, au niveau... Bien sûr. Et il y a un point aussi... quand même, parce qu'il ne faut pas l'éluder, on en avait parlé quand on avait préparé cet entretien, il y a aussi un scénario catastrophe, qui est le scénario, que j'appelle le scénario catastrophe, qui est le scénario pénurie. Voilà, donc finalement, vous me disiez, ouais, mais il faut aussi qu'on s'interroge sur ces scénarios-là et qu'on creuse aussi, justement, et mettre ces questions en avant. Oui, tout à fait, comme le précisait Franck tout à l'heure, c'est se re-questionner en fait un petit peu sur tous ces modèles et puis surtout sur ce qui va se passer plus tard. Donc, d'où l'importance d'aller choisir, trouver d'autres matériaux. Et puis, on a notamment un démonstrateur. Alors aujourd'hui, c'est un démonstrateur qui est opérationnel, puisque ça fait plus d'une année qu'il y a des habitants qui habitent dedans. C'est l'immeuble ABC à Grenoble, Autonomous Building for Citizens, qui vise justement à réduire par 3 la consommation d'eau et il vise aussi donc 70% d'autonomie en termes d'énergie. Et en termes aussi l'idée, c'est aussi de réduire de 60% les déchets ménagers. Donc, en fait, il y a vraiment toute une approche autour du bâtiment lui-même et puis surtout aussi autour des utilisateurs pour changer les comportements et arriver à atteindre ça dans des bâtiments collectifs, en fait. Ouais. Vous testez un peu aussi tous ces modes qu'on a pu voir. Alors, je vais me retourner vers Madame Ouar, qui est à distance, donc chez Epamarne. Donc vous aussi, voilà, ça interroge forcément tous ces défis et tous ces facteurs que nous avons en commun. Oui, en effet, donc déjà aujourd'hui, à l'heure du zéro artificialisation nette, notre métier est re-questionné, il évolue. Et typiquement, à l'est de notre périmètre d'intervention, on intervient principalement en extension urbaine. On cherche à développer des projets les plus écologiquement vertueux. Et puis, à l'ouest, où on intervient dans la torche urbaine de la métropole du Grand Paris, on va plutôt chercher à intervenir en intensification urbaine ou en recyclage de friches. Et puis surtout, on cherche le bon modèle économique parce que on n'oublie pas, ça a toujours un coût. Il faut toujours penser au modèle économique. Absolument. Et demain, donc, on ne sait pas exactement quel scénario adviendra, mais en tout cas, clairement, notre rôle, il recouvrira différentes formes en fonction. Et typiquement, si demain, on observait un rééquilibrage au profit des territoires périurbains, ruraux, des villes moyennes... Ça vous plaît, ce scénario-là, je pense, non ? Ça vous plaît plus ? En tout cas, on serait très directement concernés, puisque nous, on intervient... principalement dans des secteurs périurbains et donc ce sera à nous d'être inventifs pour travailler dans une logique de sobriété, d'avoir une ville périurbaine plus sobre, moins consommatrice de ressources et là notre rôle s'orientera vers l'amélioration de l'existant. Si demain en fait on s'orientait vers le scénario bâtiment comme service, où en fait l'enjeu ce serait de densifier les territoires déjà urbanisés dans une logique industrielle, là tous ensemble il faudra qu'on soit agile pour éviter toute forme d'étalement urbain. Et là je tiens à préciser qu'un aménageur public comme nous, notre logique elle est déjà totalement opposée à celle d'étalement urbain parce que on intervient sur du foncier maîtrisé, c'est-à-dire sur du foncier qui nous appartient et où on fait des logements, des activités économiques, des équipements publics, là où il y a déjà des sites desservis, là où il y a déjà des réseaux, des infrastructures de transport, donc dans une logique de ville courte distance. Et donc, en fait, je voudrais l'illustrer très concrètement par un projet immobilier qui vient d'être livré récemment à Champs-sur-Marne, au cœur de la Cité des Cartes. Le CSTB connaît bien Champs-sur-Marne. Je pense qu'effectivement, le CSTB, c'est nos voisins. Donc, ce programme Tridit, il a été développé par ADIM Paris-Île-de-France et nous, en tant qu'aménageurs, on a joué un rôle de prescripteur en allant chercher tout un tas d'innovations sociales et environnementales. Et donc, ce qu'on cherche à faire,
c'est à densifier l'existant, à verticaliser, à maximiser la part de matériaux biosourcés. On cherche même à dégager des espaces de pleine terre pour plus de nature en ville. Et donc, sur cet îlot mixte, on trouve, cette tour, elle a été livrée, on trouve la plus haute tour en bois d'Île-de-France qui compte 220 logements. Et bientôt, il y aura des bureaux, il y aura un pôle médical dans un bâtiment réversible. Et pour se garer, on a livré un parking silo en bois-béton à 3 étages où on propose des places de stationnement mutualisées. Bref, on cherche là à verticaliser, à mutualiser, à mixer les fonctions dans une logique de ville courte distance, de sobriété foncière et de sobriété énergie carbone. Et finalement, vous testez, vous allez au bout avec ce démonstrateur de cette idée de bâtiment comme service. Et finalement, est-ce que ça peut aussi faire en sorte que vous allez inventer aussi de nouvelles choses à faire en tant qu'aménageur, finalement, de nouveaux services que vous n'aviez pas avant? Déjà, le bâtiment comme service, oui, c'est une idée qu'on cherche à expérimenter. C'est un projet qu'on cherche à expérimenter. On s'est fixé cet objectif dans notre feuille de route innovation cette année. Et donc, on pense que près d'une gare du RER A, une gare future du Grand Paris, là où c'est suffisamment dense, ça peut avoir du sens à l'appui d'innovation architecturale et numérique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous, en tant qu'aménageurs publics, on peut aller plus loin dans l'intensification urbaine. Si les collectivités locales le souhaitaient, on pourrait densifier, aller plus loin dans la densification de l'existant, voire dans le renouvellement urbain. Et là, ce serait alternatif à notre métier d'aménageur classique. Alors après, il y a aussi la question quand même des scénarios pessimistes, quoi. Dans les scénarios les plus pessimistes, en effet, qui nous font les moins rêver. Comment vous vous positionnez ? De toute façon, je pense qu'on aura aussi un rôle à jouer pour contrebalancer un peu ces difficultés. On l'a vu, les difficultés, ça pourrait être de manquer de ressources, de manquer de capacité d'action collective. Je pense qu'on aura un rôle à jouer. Typiquement, si demain, en fait, on se retrouvait dans le scénario difficile de tout faire avec, comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure, des ambitions nationales extrêmement fortes, avec finalement des écarts avec la capacité des acteurs de terrain à transformer l'essai sur le plan opérationnel, eh bien nous, on pourra, en tant qu'aménageur public, jouer à fond la carte d'ensemblier pour mettre les bons acteurs autour de la table et proposer ensemble les meilleures solutions. Et dans le pire des cas, dans le scénario pénurie qui nous fait tous peur, nous, on pourra jouer un rôle pour optimiser au maximum l'utilisation des ressources, pour tirer à fond la carte de l'économie circulaire, de la sobriété. Et on pourra aussi maintenir une sorte de cap de pilotage dans cette société qui se déliterait. Oui, bref, vous me disiez aussi, quand on a préparé ça, en fait, vous avez lancé pas mal de choses déjà, vous en parliez, vous évoquiez justement ces bâtiments démonstrateurs, et que finalement, cette démarche prospective, ça vous permet aussi de plus les regarder de la même manière, finalement. Donc forcément, de pousser aussi le curseur de l'innovation, c'est ça ? En fait, l'innovation, vous avez tout compris, Pauline, c'est vraiment dans notre ADN. Tous les jours, on est inventif et on essaie vraiment de tenter, d'expérimenter de nouvelles façons de fabriquer la ville qui soient adaptées aux besoins actuels et futurs des habitants. Et donc récemment, effectivement, on s'est distingué dans le cadre du 4e programme d'investissement d'avenir, puisqu'on est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateur de la ville durable, avec un projet de reconversion de centre commercial, tout ce qui est plus classique des entrées de ville. Et voilà, donc là, on cherche à opérer une mue écologique sur ce centre commercial. Voilà, en tout cas, c'est un signal fort qui montre qu'on cherche à tester, à expérimenter pour toujours mieux nous adapter à la société de demain et d'après-demain. Merci beaucoup, Noémie. Alors, bien sûr, on se reconnectera tout à l'heure ainsi avec Madame Baboulin. Alors, Franck Hovorka, donc à la FPI, quand on entend tout ça, tous ces scénarios, finalement, vous promoteurs, vous représentez les promoteurs aujourd'hui, j'imagine il y a des scénarios qui vous interpellent plus aussi. Oui, mais si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, au-delà des 4 scénarios, ça ouvre des perspectives absolument passionnantes sur la gestion de la complexité de la ville. Ce qui est assez intéressant historiquement, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé au début du XXe siècle. On avait historiquement une ségrégation verticale, une mixité verticale dans le bâtiment haussmannien qu'on connaît, où tout le monde vivait ensemble, avec une mobilité très faible du fait des contraintes de l'époque. Début du deuxième moitié du XXe siècle, Charte d'Athènes, ségrégation géographique. On déplace complètement les populations et on met les fonctionnalités dans des endroits très précis.
Eh bien, aujourd'hui encore, début du XXIe siècle, combien de plans locaux d'urbanisme sont encore basés sur ce principe même de ségrégation fonctionnelle et géographique et spatiale? Comment voulez-vous aujourd'hui travailler sur ce que nous avons appris de ces scénarios, des indicateurs, avec une telle dissonance entre, d'un côté, une réglementation qui est restée ancrée dans le XXe siècle, et de l'autre côté, une demande qui nous vient des usagers, qui nous vient des citoyens. Parce que quand les gens disent « je ne veux pas que vous construisiez à côté de moi », etc., c'est aussi parce qu'ils vivent dans cette historique de ségrégation fonctionnelle et géographique. Donc nous, on est tout à fait prêts à retravailler tous ces aspects-là. Et d'ailleurs, vous le verrez, on va identifier avec tous les promoteurs ce travail qui est fait avec nos partenaires, et au premier d'entre eux, les adhérents de l'USH, sur la reconstruction de la ville sur la ville, sur la remise en vitalité de friches, et on travaille là-dessus. Maintenant, quand vous posez la question des scénarios, il est clair que si on ne remet pas en résonance les plans locaux d'urbanisme, les réglementations, le fait qu'on nous autorise à faire de la mixité géographique, de la mixité fonctionnelle, tout bêtement, comment aujourd'hui, pour pouvoir faire tout bêtement aujourd'hui une opération avec des commerces au rez-de-chaussée, un ERP à l'étage pour faire du coworking et des logements au-dessus, je dois respecter 3 réglementations différentes. C'est pas forcément autorisé par le plan local d'urbanisme. Ça demande une dérogation. Enfin, vous voyez la difficulté. Une nécessité d'adaptation. Exactement. Et je crois que si nous pouvions planification. ensemble utiliser ces scénarios, utiliser ce travail prospectif avec tous les travaux qui ont été menés sur les indicateurs, pouvoir rentrer dans un dialogue avec les élus locaux, pouvoir transformer les modes de concertation que nous avons avec les élus locaux et les concitoyens pour rentrer dans la construction de la ville, expliquer que la densité, c'est ce qui permet, quand vous avez 4500 habitants au kilomètre carré, de rendre viables les services, de permettre à un boulanger, à un épicier de voir le chiffre d'affaires suffisant. Je veux dire, si vous ne dites pas ça à vos concitoyens, que si vous voulez être 2000 habitants par kilomètre carré, ça veut dire que l'État doit subventionner vos services, non, ce n'est pas entendable. Et vous voyez que là, on rentre donc dans une vision de la territorialisation. De facto, on se donne les moyens de travailler sur des compromis. Peut-être faut-il démolir, reconstruire. Quel est le poids carbone? Quel est le coût? Quel est l'optimum carbone émis lors de la reconstruction? Carbone évité grâce à des immeubles neufs ultra performants. Je rappelle tout de même que la réglementation environnementale 2020, nous sommes les champions du monde. C'est la réglementation la plus exigeante au monde en termes de performance. On pourrait même porter un peu ce message. Ce message. Arrêtons de nous flageller. Les promoteurs font partie, avec les architectes, les ingénieurs et tout l'environnement des maîtres de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et constructeurs. Nous sommes parmi les meilleurs dans ce terme de performance. Donc allons-y, ne nous flagellons pas. Moi, je suis toujours très gêné par cette vision qui consiste à dire il faut garder, conserver, parce que ça remet du carbone. Et donc, dernier point, réfléchissons avec une visualisation des échelles. Regardons combien pèsent nos actions en termes de conserver, démolir, reconstruire, réhabiliter. C'est ce qui nous permettra de prendre les bonnes décisions. Parce que parfois, si vous voulez, la vertu n'est pas dans l'absolu. C'est pas parce que vous économisez 10 kilos de carbone parce que vous n'avez pas démoli et que l'impact finalement de conserver un bâti qui n'est pas forcément idéal par les usages et qui va peser peut-être un peu plus lourd en carbone en exploitation. Vous voyez, j'ouvre la porte au dialogue et à la compréhension des échelles et surtout à la flexibilité des usages. Alors, évidemment, je me retourne vers vous, non seulement parce que c'est votre tour, mais aussi parce qu'on a envie d'entendre votre réaction. Et puis surtout, finalement, ce dont on se rend compte, c'est qu'imaginer le bâtiment de demain, c'est imaginer le bâtiment, le quartier qu'il y a autour, la ville qu'il y a autour, et puis finalement la société aussi dans laquelle on veut vivre, ce que Franck souligne un petit peu. J'espère qu'on l'imaginait déjà il y a un siècle. Oui, voilà. Il y a 10 siècles. Mais voilà, mais c'est surtout ce que je veux dire, c'est que ce sont surtout des choix de société et aussi et des choix politiques. Et de toute façon, des réglementations, des cadres. Construire, bâtir, c'est un choix de société et c'est un choix politique. Et évidemment que... Et d'ailleurs, c'est toute la complexité. C'est que derrière ces scénarios, ces lectures qu'on peut avoir de ce à quoi on va être confronté dans l'avenir, ça appelle encore plus de régulation politique, me semble-t-il. Et c'est bien ça l'enjeu. Il y a un enjeu démocratique dans tout ce que l'on dit. Ça a été dit un peu dans la concertation, le rôle des élus, mais aussi la place des citoyens. Comment est-ce que... dans un monde dont on ne connaît, on sait qu'il va être bouleversé, avec beaucoup d'instabilité. Et puis là, on voit bien, on parle d'usages qui sont très fluctuants, on parle de flexibilité.
Puis en même temps, les êtres humains, ils cherchent aussi une pérennité et un socle. Et derrière, il y a des enjeux démocratiques très forts. Et évidemment, dans l'acte de construire, dans tous les enjeux de la fabrique de la ville, c'est un sujet essentiel. Et je pense que c'est ça aussi qui montre notre difficulté. C'est-à-dire qu'en même temps, pour faire face aux enjeux carbone, déjà, je pourrais quand même dire, on peut aussi discuter de tout mettre sur la question de l'enjeu carbone, parce que le dérèglement climatique et les problèmes de la planète ne sont pas que liés à ça. Je ferme ma parenthèse tout de suite, c'est un autre débat, mais c'est très important dans ce que l'on fait. C'est important de l'entendre, et puis en plus... Et de le dire, parce que il y a un enjeu plus global. Et puis on l'a vu, les facteurs qui touchent le secteur... Enfin voilà, on parle pas que de cette prisme-là. Et d'ailleurs, j'entendais tout à l'heure, le scénario pénurie pourrait nous faire peur. Enfin, on s'en fout en fait qu'il nous fasse peur. La question, c'est... Il y a des gens qui seront de toute manière dans notre pays en 2050 dans cette difficulté-là. Donc la question est plutôt de savoir comment est-ce qu'on sera capable de répondre à des situations un peu différentes. Et je pense qu'on va être obligé de construire des solutions en effet beaucoup plus agiles qu'avant, qui vont sortir de certains archaïsmes qu'on a d'un point de vue réglementaire ou de financement. Mais on doit aussi garder des grandes lignes et des valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le socle d'une vie commune. Ce qu'on dit notamment sur le rôle de la densité, c'est pas juste un sujet pour mieux rentabiliser des mètres carrés, ça a aussi un enjeu politique. On sait qu'aujourd'hui, des villes avec une densité bien construite, avec les services publics adéquats, et la mobilité et des emplois, les vivent mieux, quels que soient les indicateurs de pauvreté et de richesse par ailleurs. La question de la ségrégation, c'est la même chose. Je dis ça parce qu'on est paradoxalement dans une situation où on a typiquement une étude prospective qui nous donne à penser qu'est-ce qu'on devrait tous faire dans notre métier pour demain, et dans un moment où on est dans une rigidité des élus locaux et même de l'État, je dirais, à penser la ville d'aujourd'hui. On voit bien nos batailles, et y compris la réglementation RE2020. C'est formidable d'avoir une réglementation, la première mondiale. Enfin, moi, mon sujet, c'est quand même demain, là, comment est-ce qu'on fait des bâtiments sobres à une économie où les gens peuvent suivre. Ou même sur la rénovation, finalement, puisqu'on parle des passoires, et etc. Typiquement, et la rénovation, on est dans une impréparation totale, qui d'ailleurs est assez inquiétante pour la suite. Et si je dis ça, c'est parce que ce qui est formidable, c'est que je pense que le secteur du bâtiment et de la fabrique de la ville dans sa globalité, depuis en fait le Grenelle de l'environnement. Donc on a vraiment muté. Donc on se pose beaucoup de questions. Je pense qu'on fait des progrès énormes. Mais en même temps, il faut qu'on arrive... Enfin, on n'est pas juste... C'est pas des Legos, quoi. C'est pas juste ça. Derrière, il y a une société... Et nous-mêmes, on a une responsabilité de la société de demain par rapport à nos actes. Et c'est ça que je pense qu'il faut comprendre. Après, ça pose, et je le dis puisque j'étais dans l'exercice du pouvoir, une très grande difficulté pour les pouvoirs publics de construire des cadres qui nous permettent d'agir, mais qui permettent quand même aussi d'emmener tout le monde. Parce que je pense que ça va être ça une des très grandes difficultés, quels que soient les scénarios, qu'on y arrive plus ou moins. On a la chance d'être dans un État avec de l'argent puis une stabilité démocratique très forte. Mais malgré tout, il faut emmener toute une population. Il faut emmener toutes les entreprises. On parle du bureau tel qu'il va être demain. Pensez aux petites PME qui ont des bureaux totalement obsolètes et qui simplement aimeraient juste avoir une consommation d'énergie plus faible et qui n'auront pas un rond pour faire des travaux. Et qui ont un impact économique important dans leur territoire. Donc voilà, je pense que c'est ça une des difficultés. Après, ça nous oblige aussi, ça a été dit, à travailler très différemment. C'est-à-dire que moi, je pense quand même qu'il y a des choses qui changeront plus ou moins. En tout cas, les gens, ils veulent avoir un habitat dans lequel ils se sentent bien. Ils ne veulent pas spécialement tous travailler chez eux. Ils ne veulent peut-être plus aller travailler au bureau loin, mais peut-être qu'ils veulent juste un autre lieu, pas loin de chez eux pour travailler, qui leur permet de ne pas en fait se dissocier toute la journée entre la vie professionnelle, familiale et la vie personnelle. Je dis ça parce que voilà, on voit bien que le retour vers un confort du chez-soi est extrêmement important. Donc, il faut quand même qu'on ait conscience de cela. Et puis, par ailleurs, on en a peu parlé, mais une des grandes tendances à venir jusqu'à 2050, c'est le vieillissement de notre population. Ça, c'est le sujet, pour moi, un des sujets, qui est déjà là, mais qui est majeur. Puis on le voit, l'actualité nous le rappelle encore. Et donc, on aura en plus une société plus jeune qui voudra une ville agile dans tout. Et en même temps, on aura une population plus âgée qui voudra une ville qui s'adapte à elle. Et je peux vous dire, aujourd'hui, la ville ne s'adapte pas du tout aux seniors, ou très peu. Et pourtant, ça va être un des enjeux.
Donc voilà, je pense qu'il faut accepter cette complexité, mais une fois qu'on l'a acceptée, qu'on est prêt à ne pas se faire écraser par cette complexité, je pense qu'on peut essayer d'agir. Merci beaucoup. Alors justement, j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez à la place d'observatrice, qui est la mienne, et puis en vous écoutant, vous avez parlé du Grenelle, voilà, de ces 20 dernières années. On a fait un webdoc sur Bâti Actu qui parle de tous ces 20 dernières années, tous ces changements. On sait bien qu'on ne saurait pas quel scénario sera finalement bon, aucun de ceux-là, un peu de chaque. Finalement, cette boîte à outils nous permet d'envisager, de construire, déconstruire, reconstruire des hypothèses, de nous poser des questions. Mais dans tout ce que vous avez dit, on voit se dessiner quand même quelques grandes tendances fortes de mutation du secteur. Vous les avez soulevées les uns et les autres. Donc on voit une plus grande collaboration entre les acteurs. On parle de désilotage forcément sur ces grands sujets, que ce soit la transition énergétique, transition numérique. Voilà, il faut que les gens se parlent. Du coup aussi, qui va également avec une prise en compte de l'usager. Voilà, cette collaboration, elle va même encore plus loin, au-delà même de l'usage, hein. C'est l'usager qui devient un acteur essentiel avec qui on veut co-construire. On en parlait tout à l'heure avec Madame Maboulin de ICAD. Voilà, ce travailleur, voilà, c'est un acteur essentiel. On a aussi une temporalité différente. Vous m'arrêtez si vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord. Une temporalité différente, non seulement une accélération de toutes ces mutations et encore plus maintenant, mais aussi dans la temporalité différente, dans la conception, dans la mise en œuvre des chantiers, etc. Une complexité aussi qui entraîne de nécessaires nouvelles compétences. C'est intéressant parce qu'on voit deux choses différentes. Nos concitoyens et on nous demande d'aller de plus en plus vite sur l'adaptation de nos objets immobiliers, tant logements que bureaux. Et dans le même temps, tous les ans, on met de plus en plus de temps à sortir des projets. Donc c'est très étrange parce que du coup, on se retrouve à nouveau en dissonance par rapport à la demande de nos concitoyens, où on nous demande d'agir vite pour muter, conserver une partie de logements abordables. Et dans le même temps, on réglemente de plus en plus, on contraint de plus en plus, et donc nos projets mettent de plus en plus de temps, et on passe de 3 à 6 ans. La temporalité des projets qui vous est demandée... En 20 ans, on est passé de 3 à 6 ans pour avoir un projet c'est ça, elle doit évoluer. Je pense qu'une des difficultés, en fait, c'est de ne pas tomber dans un dogme, quel qu'il soit, parce que à cause notamment de cette temporalité, et y compris ce qu'on voit par exemple sur les modes de travail d'aujourd'hui, moi je ne sais pas du tout si vraiment dans 10 ans ça sera la même chose. Ça se trouve, on reviendra à des gens qui revendiqueront une totale séparation entre le lieu du travail et le lieu de l'habitat. Enfin, tout le monde a ses vérités, mais on n'en sait rien. La réalité, c'est qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Et donc, je pense qu'une des difficultés, c'est comment on bâtit, on rénove, sans insulter trop la planète et trop l'avenir. C'est-à-dire donc de ne pas être dans des solutions trop dogmatiques. Mais ça nous interroge, d'avoir plus du low-tech. Est-ce qu'on est sur des questions plus simples, notamment de réglementation, pour pouvoir muter usage, bureau, logement ? On le voit y compris, et ça c'est formidable quand même, que maintenant on retrouve des financements pour les friches. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas avancé pendant tant d'années ? C'est parce qu'on n'avait pas d'argent pour le faire. Donc là, on revient vraiment sur un portage de ces fonds friches et de ces bâtis très anciens et tout ça. Mais pareil, il n'y a pas de dogme à avoir sur qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on ne doit pas garder. Il faut avoir de l'intelligence. Mais ça va nous obliger... Parfois, j'ai l'impression qu'on devrait un peu se mettre à nu de chacune de nos réglementations et de savoir-faire, parce qu'on va être obligé d'avoir des solutions plus simples et qui puissent s'adapter. Et qu'on ne soit plus dans des carcans qu'on subit un peu. Ce que disait Noémie tout à l'heure sur la capacité à réintensifier les zones pavillonnaires des années 80 qui sont d'une piètre qualité urbanistique et d'ailleurs du bâtiment, c'est très intéressant. Donc voilà. Et après, peut-être qu'on peut aussi se dire qu'on aura des choses, par contre, intangibles. Je pense que l'enjeu de la qualité, pas tant que de l'usage, mais y compris de ce qu'on produit. Je repense à l'exemple du pavillon avec ses fissures à cause des sécheresses. C'est pas que seulement parce qu'il y a beaucoup de sécheresse. C'est aussi que je pense que ce pavillon de départ n'est pas dans des qualités, parce qu'on a quand même des bâtiments qui sont là depuis plusieurs siècles et qui ont vécu des changements climatiques. On reparle de Montmasse en Provence. Non, mais je redis ça parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent aussi nous permettre de tenir sur la durée. Et voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui va nous changer là un peu. Ce que dit Madame la Ministre est très important, c'est que pendant 30 ans, on a beaucoup optimisé la construction. Pourquoi aussi ? Parce qu'on a financiarisé nos objets avec les durées d'amortissement qui ont changé, les règles comptables. Et de facto, en optimisant, on a rendu l'immeuble peut-être moins long, moins durable en termes de durée de vie et d'obsolescence. Et puis, n'oublions pas non plus que dans les années 50, quand on construisait, et aujourd'hui, ça pose
pas de grand problème de démolir. Pourquoi ? Parce qu'on a construit en se disant dans 30 ans, ce sera démoli. Et effectivement, la qualité de construction est telle qu'il vaut mieux démolir. Et la question se posera, je pense, pour un grand nombre d'actifs immobiliers dans les années qui viennent. Mais n'oublions pas non plus que la partie capital est extrêmement importante. Parce que le stock de capital financier dans l'immobilier, c'est 3,5 fois le produit intérieur brut annuel. Donc on a beaucoup parlé usage, on a beaucoup parlé du concitoyen, mais 70% de nos concitoyens sont propriétaires. Et n'oublions pas que passé 55 ans, je crois. Donc n'oublions pas qu'il y a aussi une deuxième phase de la pièce qui est extrêmement importante, qui est la préservation du capital et de la sécurité financière de la France. Puisque si la notation financière de la France est ce qu'elle est, c'est aussi parce qu'il y a du capital stocké massivement dans l'immobilier et sûr. Bien sûr. Alors, le temps presse, il faut qu'on prenne quand même peut-être quelques questions. J'aimerais quand même entendre très rapidement, alors, en un mot, 1 minute, un petit mot de fin, mesdames War et Baboulin, puisque vous êtes à l'extérieur, et bien sûr, madame Lonzy également. Alors voilà, une toute petite minute par rapport à ce que vous avez entendu. Peut-être aussi, finalement, ça change un peu aussi on le disait, vos modèles, ce vers quoi vous allez aller. Madame Baboulin, je vous écoute. Alors, ça ne va pas changer fondamentalement nos modèles, mais comme on se le disait, je pense que le maître mot, c'est adaptabilité, flexibilité, parce qu'on ne sait pas tout à fait ce qui va se passer, mais en tout cas, il faut être très, très agile pour pouvoir adapter nos réponses, essayer de prévoir, d'anticiper. On parlait du capital propriété. Aujourd'hui, quasiment tous les immeubles, on les réfléchit aussi de façon réversible dans leurs usages. Pour qu'ils puissent être transformés, mutés plus facilement. Et tout ça passe évidemment par un dialogue, comme vous le disiez, avec les collectivités. Il faut qu'on parle avec tous les acteurs de la ville, les acteurs de la société, les acteurs des nouvelles technologies. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de rassembler un certain nombre de compétences, d'avoir plusieurs éclairages. Et je pense, pour conclure, que c'est dans ces conditions de dialogue, avec les compétences de chacun à différents niveaux, que nous serons capables de prévoir et d'offrir des espaces adaptés et attendus par nos futures générations, même si on ne sait pas aujourd'hui exactement quelles seront leurs attentes. Merci beaucoup, Madame War. Peut-être un petit mot aussi de conclusion rapide. Oui, alors clairement, les aménageurs, enfin les acteurs de la ville se situent face à un certain nombre d'injonctions contradictoires dans un système complexe. Emmanuel Cos le disait tout à l'heure. Nous, notre prochaine étape, ce sera de tenter de nouvelles façons d'intervenir sur l'existant. Et là, on a un beau cas d'école avec notre démonstrateur de la ville durable qui a été lauréatisé dans le PIA4. L'idée, c'est vraiment de reconvertir un centre commercial en entrée de ville dans le périurbain. Voilà, donc d'y travailler avec l'ensemble des acteurs, les élus locaux, les agriculteurs, avec la ferme volonté aussi de co-construire avec les habitants. De rassembler au plus large l'ensemble des personnes qui peuvent agir sur ce bâtiment. Je suis désolée, on est vraiment sur un train très court. Donc, vous l'avez compris, on teste, on expérimente. Et puis, enfin, de façon plus globale, l'idée, c'est de pouvoir trouver l'équilibre économique qui nous permettra de nous adapter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Madame, allons-y. Peut-être justement votre mot de la fin, pour qu'on prenne au moins une question. Oui, c'est effectivement, en tout cas, anticiper, s'adapter et être réactif. Et puis, cette notion de coopérer et désiloter, en fait, que ce soit avec toutes les parties prenantes externes, vraiment les acteurs privés, les acteurs publics, le monde académique et la société civile, et aussi désiloter dans les organisations internes. Et un dernier point qui est peut-être aussi de prendre vraiment le bâtiment dans son environnement. Parce que finalement, il y a beaucoup de liens avec la mobilité. Il y a des liens avec le sujet, par exemple, de résilience alimentaire, avec les sujets d'agriculture urbaine. Beaucoup d'autres éléments, le lien social quand on l'ouvre sur son quartier. Donc, vraiment avoir cette approche systémique du bâtiment aussi dans son environnement et toutes les externalités positives qu'il peut engendrer. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, j'ai un certain nombre de questions qui m'arrivent. Alors, je ne sais pas si j'aurai le droit à 5 minutes de rab, mais au moins peut-être en prendre une. Et alors, j'ai envie de vous l'adresser, Franck et Madame la Ministre également, enfin, vous tous. Hein. Mais finalement, vous ne l'avez pas évoqué. Est-ce qu'il y a des scénarios qui vous demandent aussi une évolution de vos modèles économiques ? C'est une question qu'on nous pose.
Finalement, vous, en tant que promoteur, voilà, tous ces scénarios vous posez question, en tant que bailleur également. C'est même pas les scénarios, c'est en règle générale, la déjà réalité là. actuelle. C'est la réalité, absolument. Nous oblige, il suffit de voir l'impact carbone et les enjeux de rénovation. Évidemment que c'est des modèles économiques totalement transformés. De la même manière que, et c'est heureux, on ne va plus aller tous se jeter sur des fonciers en extension urbaine et donc bouffer des espaces naturels. Ça veut dire aussi s'attaquer qu'à des fonciers complexes et donc chers. Donc, très clairement, et c'est un sujet, la question de l'argent en soi, que ce soit de la subvention, du prêt, de l'accompagnement et tout ça, mais elle est très importante dans la mutation à faire. Oui, c'est une question d'ailleurs en sachant par ailleurs, pour terminer, en tout cas là en tant que bailleur social, c'est que pendant ce temps-là, nous ce qu'on voit aussi, c'est que nos locataires, eux, n'ont aucune évolution de revenus, voire même plutôt des revenus du travail à la baisse. Je dis ça parce que c'est aussi dans un pays où on voit des évolutions économiques, on voit aussi un décrochage d'une partie de la société, et ça se traduit beaucoup en fait dans une partie. La question de l'aménagement, on le voit aussi chez les propriétaires modestes. Et donc, la question, évidemment, du financement global et de la mutation économique de nos modèles, elle est essentielle. Oui, parce que finalement, tous ces scénarios nous posent cette grande question. Et je crois que c'est Madame Baboulin qui nous l'avait adressé, cette question. Finalement, voilà, financement de ces différents scénarios, c'est du public, c'est du privé, c'est de l'incitation fiscale. C'est finalement. Et c'est aussi que le carbone n'a pas. On revient au débat, à un débat politique essentiel, qui est la question du coût du carbone, du prix du carbone. Et c'est ça aussi qui rend les choses très compliquées. Oui, madame, allons-y. Et peut-être juste pour revenir sur ce sujet du bâtiment, on peut aussi, c'est un centre de coût en soi, mais on peut aussi le prendre comme un centre de recettes. On a notamment développé un concept de bâtiment hybride à économie positive. C'est se dire, ce bâtiment, en optimisant les surfaces, on peut générer davantage de recettes. On peut aussi produire de l'énergie, produire, comme je disais, quelque chose autour de l'agriculture urbaine. En tout cas, avoir finalement des recettes qui proviennent aussi de ce bâti en termes de modèle économique. Alors, on aura peut-être... Allez-y, Franck. Juste pour un petit complément, c'est que je crois beaucoup aussi aux évolutions réglementaires qui sont issues de l'Europe, avec son paquet sur le Green Deal, qui va modifier les fléchages de financement. Et c'est pour ça que je me permettais d'insister sur notre réglementation, qui, de facto, nous place immédiatement dans la capacité d'avoir accès à ces financements qui sont fléchés vers les actifs les plus environnementaux. Donc ne nous privons pas de cette capacité-là, parce qu'elle est importante. Vous parlez d'évolution du cadre financier global. Il y a un cadre financier européen. Il y aura peut-être des évolutions, et sans aucun doute, des évolutions à faire apparaître dans la législation française sur la rénovation et sur la manière dont on l'appréhende et sur tous ces financements qui tiennent compte du prix du carbone et des usages et de l'impact sur la mobilité et l'alimentation. Si on se met dans cette réflexion globale, qui avait d'ailleurs été initiée dans l'expérimentation Plus c'est moins, en regardant quels sont les impacts collatéraux sur la mobilité, sur les usages, parce qu'on parle beaucoup de la consommation énergétique du bâtiment lui-même, mais n'oublions pas que le même niveau des consommations énergétiques est basé sur les usages, et que tout ce qui est branché dans les logements. Donc tout ça entre en ligne de compte. Et je crois justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de préserver une vision du logement abordable, tant dans sa construction que dans son exploitation. Et c'est là qu'on ouvre une porte passionnante, c'est qu'il va peut-être falloir, grâce aux outils dont on dispose sur l'évaluation du cycle de vie, et c'est là que le carbone nous est utile, parce qu'il initie cette vision du cycle de vie, de travailler non plus sur peut-être un prix au mètre carré, mais un prix au mètre carré sur 50 ans. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, j'en aurais envie de continuer toute l'après-midi. Moi, je me permets juste une remarque. Je suis très heureux de participer à une table ronde où je suis le seul représentant de la mixité. Et donc, pour dire ça... C'est pour ça que je vous donnais la mot de la fin. Exactement. Et donc, je voulais faire un appel à tous les jeunes qui nous écoutent. Venez dans nos métiers, c'est passionnant. Alors, comme vous le verrez, sur la prochaine table ronde, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir la CSTB et l'ADEME n'ont pas réussi à avoir ce niveau-là. Mais voilà, il faut le voir dans tout le colloque. Vous verrez, il y a une certaine mixité. Je suis sûre qu'on arrive quasi à la parité. Moi, je suis très heureux d'être à ces tables rondes. J'espère que c'est préfigurateur de l'avenir. Mais je l'espère également. Vous prêchez une convertie. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les 1, 2, 3, 4, 5, à tous les 5. Je suis désolée, on a un petit peu mordu sur le temps, mais ça aurait été dommage de se priver de ce débat. Alors,
La deuxième table ronde qui suit, merci, c'est vraiment, voilà, quelle question cela pose aussi aux fournisseurs. Finalement, vous êtes les clients aussi des gens qui vont venir nous voir après. Nous venons d'entendre leurs clients, nous avons observé les tendances, les nécessaires mutations qui sont en cours. Comment réagissent-ils eux aussi à ces scénarios, à ce qui vient d'être dit? Auront-ils la même lecture? Je vous donne rendez-vous à 16h40 pour la deuxième partie de notre troisième séquence. Et bien sûr, n'oubliez pas de répondre à ceux qui ne l'ont pas fait à notre petit sondage. À tout à l'heure.